expliquer en gros c'est quoi les marchés financiers. Qu'est-ce qu'un marché financier? Un marché financier, c'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande de produits financiers. De manière plus générale, un marché, c'est quoi? Il y a des vendeurs, il y a des acheteurs, et le marché, c'est leur lieu de rencontre. C'est là où les vendeurs émettent leurs ordres de vente, et c'est là où les acheteurs vont émettre leurs ordres d'achat. Et quand l'un des deux prix concorde, la transaction a lieu, tout simplement. Les marchés financiers permettent aux entreprises ainsi qu'aux États, donc vos États, la France, la Belgique, la Suisse, de se financer. Un État qui, par exemple, est considéré par le marché comme étant euh, plus risqué de faire faillite, aura un taux d'intérêt plus élevé. Il permet aussi aux investisseurs de placer leur épargne, donc ça soit vous ou des investisseurs institutionnels ou des grosses fortunes, de placer une partie de leur épargne pour la faire fructifier davantage, ce qui permet d'avoir de nouvelles opportunités d'achat, etc. Alors, les types de produits échangés. Tout d'abord, nous avons, classique, les actions, qui sont des parts d'entreprise. Nous avons après les obligations. Ensuite, nous avons les devises, le marché du forex. On a les contrats internes, donc les futurs. Les futurs qui peuvent être sur les indices boursiers, qui peuvent être sur les matières premières. On a un tas de futurs qui existent. Nous avons les options. Alors l'option, qu'est-ce que c'est? L'option, c'est-à-dire on s'achète le droit d'acheter une action à un certain prix déterminé à l'avance. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de technique et d'expérience. À l'heure actuelle, vous n'êtes pas capable de faire des options. Voilà, il y a beaucoup de gains à faire dessus, mais c'est extrêmement risqué. Et puis, si vous n'y connaissez pas, ça ne sert à rien d'aller là-dedans. Vous avez les ETF, qui sont des fonds négociés en bourse. Dans des hedge funds, vous pouvez investir dans des hedge funds via des ETF. Vous pouvez investir sur des pays via des ETF. Vous pouvez investir sur des zones géographiques via des ETF. Donc un ETF, c'est un produit qui va regrouper à l'intérieur un tas d'actifs. Donc un ETF est globalement déjà diversifié. Vous n'avez pas besoin de diversifier davantage ou quoi que ce soit. C'est, on va dire, la stratégie du paresseux. Vous savez pas quoi faire, bah, vous achetez un ETF sur l'SP500, la bourse américaine, et si on regarde statistiquement, depuis 10-15 ans, vous êtes tranquille, quand vous avez fait 10-15% par an, vous n'avez pas fait grand-chose, hein. Après, on a les matériaux de première, les matières premières, comme pétrole, gaz, etc. On a l'or, on a l'acier, les métaux, le cuivre, et j'en passe. Et on a évidemment les crypto-monnaies. On peut rajouter une autre classe d'actifs qui sont les produits dérivés, qu'on ne verra pas dans la formation, qui sont des produits qui sont de plus en plus complexes, qui demandent de très bonnes connaissances en mathématiques, en knowledge, en logique, etc. Donc les mathématiques, enfin les produits dérivés sont utilisés par les investisseurs, les banques, etc. pour hedger le risque. D'accord? Qu'est-ce qu'on entend par hedger son risque? C'est-à-dire qu'on doit réduire le risque pris par sa position. Comment ça fonctionne? Supposons que vous êtes acheteur vous êtes long sur l'or. Voilà, vous estimez que l'or, le prix va monter. Et pour vous protéger contre une éventuelle baisse de l'or, vous allez acheter un produit dérivé qui va jouer la baisse de l'or, ce qui va compenser votre perte éventuelle. D'accord? D'abord, alors, comment acheter? Ça, c'est quelque chose de très important. Comment acheter des actifs? Vous pouvez, comme vous le voyez, vous avez les courtiers. Alors, j'ai mis un petit exemple. Vous avez Fortuné Bank, vous avez les banques classiques, ING, Saxo Bank, BNP Paribas, Belfius, et j'en passe. Et vous avez les plateformes de Giro, Trading, vous avez
Trade Republic, vous avez plus 500, vous en avez un tas. Vous avez un tas de courtiers. Mais, quelque chose de très important, vous devez garder les frais de gestion. Car il arrive que les frais varient d'un courtier à l'autre. Voilà, Boursorama est beaucoup plus cher que De Giro. Donc si vous avez un petit capital, personnellement, j'irai plus chez De Giro que chez Boursorama. Parce que si vous prenez, disons, si on vous prend, allez, vous avez 100 euros, vous l'investissez, on vous prend 4 euros. C'est-à-dire que vous avez déjà perdu 4% de frais. Ce qui veut dire que vous devez faire au moins 5% de rendement pour récupérer les frais que vous avez perdus, sans compter les taxes que l'État peut vous mettre. Donc vous devez, en gros, ça impacte votre rang, avoir des frais de gestion plus élevés, des frais de transaction plus élevés, ça va impacter votre rentabilité. Je m'explique, ça va vous inciter aussi à prendre plus de risques que nécessaire, car vous allez vous dire, je dois prendre plus de risques pour avoir plus de rendement, pour pouvoir gagner le rendement que j'espérais déjà de base, sans le frais de gestion, sans la taxe de l'État, etc. D'accord? Ensuite, vous avez les versements de taxes. Si vous percevez des dividendes, vous avez des taxes sur les dividendes. Ça varie en fonction de votre pays de résidence, etc. Mais globalement, il y a des courtiers qui ne versent pas les taxes, donc c'est à vous à la verser vous-même. D'accord? Et vous avez aussi les taxes sur transaction. Certains courtiers ne les versent pas, donc c'est à vous à prendre l'initiative à verser la taxe vous-même. L'échéance, je ne la connais pas, ça dépend. Après, il y a des courtiers qui ont des options de taxes automatiques, donc qui reversent directement à votre État, à votre entité fiscale, la taxe qui est due sur les dividendes, les transactions, etc. Donc vous avez moins de chances de vous casser la tête avec les taxes, etc., que ça se fait automatiquement. Je sais que chez DeGiro, c'est comme ça. Vous inquiétez pas, j'ai pas de partenariat avec eux. Ils m'ont jamais rien proposé. Je ne demande pas d'avoir de partenariat. Voilà, je veux rester indépendant dans mes analyses et dans ma manière de travailler. Puis une chose importante, les amis, un courtier n'est pas une banque. Je vous l'avais dit dans l'introduction, mais il est important de le répéter car qu'on le veuille ou non, un courtier n'est pas une banque. D'accord? Dès lors, la banque, si elle fait faillite, vous avez, par exemple, on vous garantit 100 000 euros. Au-dessus de 100 000 euros, vous le perdez. En dessous de 100 000, vous ne le perdez pas. Mais un courtier, vous avez 100 000, vous allez perdre 100 000 si le courtier fait faillite, hein. Car le courtier, c'est pas une banque. Il n'est pas en mesure légale de vous protéger de quoi que ce soit. Vous voyez? Dès lors, si vous avez des gros gros capitaux, diversifiez-vous. Diversifiez le nombre de courtiers que vous avez. Si vous avez un gros capital, vous êtes dans une gestion passive, vous pouvez passer par les banques, mais les banques vous demandez des frais monstrueux. N'oubliez jamais ça, les banques vous donnent des frais monstrueux. Et puis les banquiers vont toujours essayer d'essayer de vous conseiller vers des placements dont la banque prend des pourcentages plus intéressants, hein. Donc faites attention à cela et vérifiez que votre courtier est bien enregistré auprès des marchés, auprès des autorités de marché de votre pays. Car malheureusement, il y a beaucoup de courtiers qui ne sont pas autorisés, qui font beaucoup de pubs avec des frais de gestion qui sont alléchants, très bas, qui vous donnent du cashback, qui vous offrent 100 euros par inscription, qui vous disent de parrainer des gens et vous recevez de l'argent, etc. Faites attention à cela. Vérifiez bien si le courtier auquel vous êtes intéressé à souscrire chez lui est bien légal dans votre pays et est reconnu comme étant courtier certifié, etc. D'accord? Super, on continue. Alors, c'est quoi une action? Ça peut paraître bizarre comme question, mais une action, equity en anglais, c'est une part d'entreprise. D'accord? Dès lors, quand vous achetez une action, vous achetez un titre de propriété. En achetant les actions, vous devenez propriétaire d'une partie de l'entreprise, ce qui vous donne un droit de vote à l'Assemblée générale de l'entreprise, qui a lieu en général vers le mois de mai en Belgique, en France, etc. En général, c'est au mois de mai, quoi. Quand vous êtes actionnaire, vous recevez une petite notification sur votre courtier ou quoi pour remplir un petit formulaire pour pouvoir assister, etc. Le marché des actions, c'est l'un des marchés financiers les plus importants au monde.
tout le monde achète des actions. Que ce soit les grosses fortunes, que ce soit les fonds de pension, que ce soit les hedge funds, que ce soit les asset management comme BlackRock, Vanguard, des monstres de l'asset management. Des monstres, d'accord? Et donc on a le stock picking. Le stock picking, ça revient à quoi? Ça revient à sélectionner les meilleures actions, d'accord? Ça veut dire qu'on va sélectionner les actions qui offrent le plus gros potentiel de hausse. Et c'est très dur à faire. Il y en a très peu qui réussissent à ça. Comment alors choisir ces actions? Vous allez me dire, mais il y a les recommandations des analystes. Oui, mais les analystes, ils se trompent souvent. Il y a les magazines spécialisés. Oui, mais les magazines spécialisés, qui les a payés pour faire? Est-ce que c'est de la pub? Est-ce qu'ils sont sérieux? C'est quoi leur méthodologie? C'est quoi leur modèle pour dire telle action est intéressante, etc. C'est vraiment compliqué. Dès lors, la meilleure manière de faire ça, c'est d'utiliser l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Alors, on verra ça par la suite, mais il ne faut pas opposer les deux. Les deux analyses sont utiles pour vous. D'accord? Vous qui êtes chez vous, utilisez l'analyse fondamentale et l'analyse technique. N'opposez pas les deux. Ne rentrez pas en guerre en disant l'analyse technique c'est génial, on prédit le futur. On ne prédit pas le futur. D'accord? Personne ne peut prédire le futur. On n'a pas une boule de cristal avec des moyens mobiles ou le récit ou je ne que sais-je. Non, 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 non. Ce sont des outils qui vont vous aider à prendre la température du marché, à savoir si le marché est haussier et baissier, si on est plus dans un range, on est en train de consolider, etc. Ça sera ça, l'analyse technique. Aussi, on a une chose importante, on a des obligations qui sont appelées en anglais les bonds. Alors, c'est quoi une obligation? Une obligation, c'est un titre financier qui représente une dette émise par une entité, très souvent une entreprise ou un gouvernement, donc un État, envers des investisseurs. Dès lors, si vous voulez, c'est que vous avez, vous êtes un État, vous êtes une entreprise, vous avez de la dette. Bon. Ou bien vous voulez vous endetter. Ben, vous allez mettre un petit papier. Ce petit papier stipule que la personne va acheter 100, donc il va vous donner 100, car c'est vous qui avez émis le petit papier. Il va vous payer 100 et vous allez lui rendre 105. 105, la différence, ça correspond à un taux d'intérêt. Plus la personne qui émet l'obligation est risquée, plus le taux d'intérêt est élevé. On appelle ça les junkie bonds, donc les bonds très 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 risqués, euh, qui sont globalement, c'est des entreprises qui ont beaucoup beaucoup de dettes et très peu de rentabilité, ou des entités telles que des communes qui sont en faillite ou quoi, vous voyez. Très important, les obligations ont une durée de vie déterminée à l'avance. C'est ce qu'on appelle la maturité de l'obligation. Ok. En fonction de la maturité, le taux d'intérêt varie. Pour une chose très simple, plus le temps est long, plus le risque d'incertitude augmente, car le taux d'intérêt, c'est le prix du temps en économie, c'est le prix qui nous permet de mesurer le temps. Dès lors, plus vous êtes proche de votre instant T, plus le taux d'intérêt, logiquement, est censé être plus faible que si c'était le taux d'intérêt dans 10 ans. Car dans 10 ans, l'incertitude est de plus en plus importante. Ok. À la fin, laquelle l'émetteur rembourse le montant emprunté. Voilà. Elle verse également des intérêts réguliers qui s'appellent des coupons. On reçoit des coupons, ça dépend de la nature du contrat, mais disons tous les 2 mois ou quoi. On reçoit un coupon qui est actualisé avec le taux d'intérêt, etc. Et à la fin de la maturité, on reçoit on mesure quoi on reçoit le prix initial de l'obligation qu'on on a vendu, qui est actualisé au taux d'intérêt de la maturité, et plus les différents cash flows qu'on a reçus. Voilà. Donc, les, comme je l'ai dit, les investisseurs reçoivent un rendement sous forme d'intérêt pendant la durée de vie d'obligation qui s'appelle une obligation avec des coupons. Il y a aussi des obligations avec zéro coupon, c'est-à-dire que vous ne recevez pas de cash flow durant la durée de vie de l'obligation, mais vous recevez à la fin, vous recevez le capital que vous avez prêté. Et le taux d'intérêt, c'est le prix du temps.
Ok. Donc, comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est c'est un prix que l'économie donne au temps, c'est le taux d'intérêt. Et ce taux d'intérêt nous permet d'allouer le capital de manière efficace. Ça, c'est un peu plus complexe, mais on ne verra pas cela. Ça ne fait pas l'objet de la formation, mais si vous avez des questions à comment allouer le capital, etc., ça serait un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas. Voilà. Que ce soit sur une forme de session de coaching ou par mail, Instagram, enfin, vous connaissez, quoi, on vous répondra toujours. Alors, les obligations, elles présentent différents niveaux de risque qui sont évalués par les agences de notation et par le marché. Vous avez un beau petit graphique à droite, ici, où vous avez le risque en abscisse et vous avez le expect return. Donc c'est le rendement espéré. Et vous remarquez que plus le risque augmente, plus on a le risque on a le return qui augmente. Dès lors, ben, en finance, on a cette relation risque-return qui correspond au fait de dire, ben, si vous prenez beaucoup plus de risques, pour un actif plus risqué, l'investisseur va demander une prime de risque plus élevée. Dès lors, dès lors, ben, un actif plus risqué offrira un rendement plus élevé. Mais une perte potentielle plus importante. Dès lors, faut faire attention. Donc vous voyez quoi? Ben, vous voyez ben, au Treasury Bills. Le Treasury Bills, c'est les obligations émises par le trésor public, donc par exemple par la dette américaine. On a les government bonds, donc de la dette émise par les gouvernements. On a les corporate bonds, qui correspondent à la dette des entreprises. Vous voyez que les entreprises sont plus risquées que les États. Donc les corporate bonds offrent un rendement plus intéressant que les expert return. On a les preferred stocks, on a les common stocks, et puis on a les options et futures qui sont beaucoup plus risquées. Dès lors, ils offrent un rendement plus intéressant. Très bien. Une chose importante. Vous voyez ça. Si par malheur, un jour, les rendements d'une obligation d'une entreprise, supposons que l'obligation Apple offre du rendement plus intéressant que l'action Apple. Dites-vous que là, il y a un problème. Ce n'est pas normal. D'accord? Car quand on achète une obligation, on rembourse. Quand l'action on rembourse, ben, il y a de la déduction de la monnaie. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. La vélocité de la monnaie baisse. Donc il y a un risque de crise économique, hein. Dès lors, on peut avoir un crack boursier. Donc pour faire très simple, dites-vous que si le corporate bond est supérieur en termes de rendement aux actions, faites attention, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Résumons. Sur les marchés financiers, vous pouvez acheter deux choses. Soit des titres de propriété, soit un contrat. Les obligations, ce sont des contrats, ni plus ni moins. Un contrat entre deux parties et les termes du contrat sont discutés. Le prix, la maturité, taux d'intérêt, etc., etc. Et il est important de connaître la différence entre les deux pour pouvoir investir intelligemment. Les facteurs d'influence des actions n'est pas le même qui influence les obligations. Dès lors, il est important pour vous de comprendre ce qui se passe dans l'économie, de savoir analyser qu'est-ce qui va influencer les actions, qu'est-ce qui va influencer les obligations. D'accord? Qu'est-ce qui peut faire bouger les actions? Ça, c'est purement fondamental. D'accord? Là, on est vraiment dans de l'analyse fondamentale. Tout d'abord, les résultats financiers de l'entreprise, évidemment. Des résultats positifs, le marché peut estimer que c'est très bien et donc le prix de l'action va augmenter. Des résultats financiers négatifs, le marché peut ne pas aimer, peut être indifférent et donc le prix de l'action peut baisser. D'accord? Donc il est important de suivre les résultats financiers d'une entreprise dans laquelle vous avez décidé d'investir. Ensuite, ben, la croissance économique. Ben, la croissance économique influence la rentabilité des entreprises. Dès lors, une mauvaise croissance induirait une baisse de la rentabilité des entreprises, dès lors une baisse de leurs bénéfices et donc de mauvais résultats financiers, ce qui indiquerait une baisse du prix des actions.
Ensuite, nous avons l'innovation technologique, c'est très important car l'innovation technologique augmente la productivité des entreprises, ni plus ni moins. Elle augmente la productivité, elle peut diminuer leurs coûts et donc augmenter leur marge. En augmentant leur productivité, elle peut augmenter son chiffre d'affaires, donc les CL sur revenus, ce qui sont des signaux haussiers pour une entreprise. Ensuite, la baisse des taux d'intérêt. Alors les taux d'intérêt, pourquoi c'est intéressant de les suivre pour les actions? Voilà, je vous expliquais auparavant que les taux d'intérêt, c'est important pour les obligations, mais pas seulement pour les entreprises, parce que les entreprises, elles s'endettent évidemment. Elles s'endettent. Si les taux d'intérêt augmentent, l'accès au crédit est limité. On est d'accord. Par exemple, une entreprise, elle a une rentabilité de, disons, 6%. OK? Les taux d'intérêt montent à 8. Mais la boîte, si elle est endettée, elle est morte. Elle ne peut pas survivre. Vous voyez l'importance des taux d'intérêt? Par contre, si les taux d'intérêt baissent à 2 et elle a une rentabilité de 6, mais c'est très bien pour elle, c'est-à-dire qu'elle peut emprunter à 2 pour avoir une rentabilité de 6. En gros, elle gagne 4. Alors que dans le précédent exemple, elle perdait 2. Si elle perd 2, ben, le marché va se dire, ben, cette boîte, elle commence à devenir dangereuse, ben, son prix va baisser, les gens vont commencer à vendre et il peut y avoir une panique. D'accord? On a aussi le programme de rachat d'actions. Il y a des grosses boîtes comme Apple, LVMH et d'autres qui achètent leurs propres actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà que l'entreprise a une confiance en elle. C'est-à-dire qu'elle a du cash très important, donc elle est en bonne santé financière, elle a du cash, et avec ce cash, elle achète ses propres actions, ce qui fait monter le cours. Regardez l'action LVMH, c'est monstrueux, on est à plus de 800 euros. Euh, donc, intéressez-vous à ces entreprises qui font des rachats d'actions, c'est vraiment intéressant. Apple le fait aussi. C'est pas des recommandations, je ne fais aucune recommandation d'achat, pardon. Je vous explique seulement les choses, d'accord? Nous avons que c'est après l'inflation. Alors l'inflation, on pourrait faire un cours entier dessus. Qu'est-ce que c'est que l'inflation? L'inflation, les amis, je suis désolé de vous dire, ce n'est pas la hausse des prix. On vous a menti en disant cela. L'inflation, qu'est-ce que c'est? C'est la hausse de la masse monétaire. Tout simplement. C'est de la théorie monétaire, l'inflation. Et pourquoi on a une hausse des prix quand on a de l'inflation? Ben, on augmente la masse monétaire. S'il n'y a pas une création de richesse par la suite, ben, les prix vont augmenter. In facto, les prix vont augmenter. Et vous devez comprendre par inflation, par baisse de valeur de votre monnaie. Dès lors, en période inflationniste, il est extrêmement important d'investir. Investissez pour vous protéger contre l'inflation, qui est un fléau, l'inflation. L'inflation, c'est un impôt qui ne dit pas son nom. N'oubliez pas cela. Vous avez 8% d'inflation par an, alors que 8%, c'est ce que fait la bourse en moyenne sur le long terme, ce qui fait que votre rendement est nul avec l'inflation de 8%. Faites attention. Ensuite, on a l'instabilité géopolitique. L'instabilité géopolitique, ça peut affecter énormément votre rendement boursier. Une guerre en Ukraine par exemple, on a eu une baisse du marché, mais historiquement, quand il y a une guerre, on baisse, mais il faut acheter. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. 11 septembre, ça a eu un énorme crack, etc. Guerre en Irak, invasion de l'Irak par les États-Unis. Le jour même, on a eu une baisse, et après le marché est devenu haussier. Voilà, c'est comme ça. Bon, c'est les statistiques historiques, hein. Et vous devez vous intéresser à tout. Intéressez-vous à tout. Développez votre culture générale. Et là, on a le génie de l'investissement long terme, Monsieur Buffett, qui a dit cette phrase importante. The best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you earn. Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, Monsieur Buffett a dit, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est investir en vous-même. Car le plus vous apprenez, le plus vous gagnez. Et c'est vrai. Euh, le plus vous apprenez, le plus vous aurez des compétences à savoir qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent, tout simplement. Donc, continuez à apprendre, ne lâchez rien, apprenez.
Apprendre, c'est extrêmement important. Personnellement, je trouve que apprendre, c'est la meilleure manière de s'apprendre, de gagner de l'argent. On s'apprend soi-même, on apprend sur le monde, on apprend sur son pays, on apprend sur l'économie, on développe ses compétences économiques, financières, stratégiques, géopolitiques. Intéressez-vous à tout. Ne laissez rien au hasard. D'accord? Voilà, ça sera tout pour